Bonjour et bienvenue dans cette édition. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est arrivé hier à Abuja, capitale fédérale du Nigeria, en vue de prendre part à la 43e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président de la République, également président en exercice de la CEDEAO, va présider ce 43e sommet de l'institution ouest-africaine. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, notamment le Mali qui s'apprête à organiser des élections le 28 juin prochain. Jérôme Kofi Aboulin nous parle des enjeux de cette rencontre. Abuja, la capitale nigériane, aux couleurs de la CEDEAO, avec la rencontre au sommet de 2 jours à compter de ce mercredi 17 juillet 2013. À l'instar de ses pairs de la sous-région, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est très attendu à ce sommet. La 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence. Le chef de l'État ivoirien va y prendre part, surtout en tant que président en exercice de cette institution sous-régionale. Au regard du leadership sans faille dont le président Alassane Ouattara a toujours fait preuve, il n'y a pas de doute qu'une fois de plus, sous sa conduite, cette rencontre, comme celles qui l'ont précédée, jouera pleinement son rôle, qui est notamment de faire face aux différents défis. Sommet donc très attendu, tant ces défis restent nombreux. Il va sans dire que le Mali et la Guinée-Bissau demeurent une des préoccupations majeures à ce rendez-vous d'Abuja. Par conséquent, c'est sans surprise qu'il est prévu à cette rencontre des communications en vue de l'évaluation de la situation actuelle dans ces deux pays. Parlons santé. À présent, le Lions Club international a soulagé une vingtaine d'albinos. Ces personnes qui rencontrent des problèmes de vue ont reçu samedi dernier de la part de l'association 26 paires de lunettes des verres correcteurs. La cérémonie a eu lieu dans un cabinet ophtalmologique et c'était aux 220 logements. Suivez ce reportage. Koura Koulibaly, jeune dame vivant avec l'albinisme, souffre depuis sa tendre enfance d'un problème oculaire. Quand je suis à l'école, je ne peux pas voir directement au tableau comme les autres. Donc, je suis obligée de prendre le cahier de mes voisines pour pouvoir me mettre à jour. Ces troubles visuels décrits par Koura ne sont rien d'autre que la manifestation d'une forme de myopie généralement contractée par les albinos. L'albinisme, vous savez que c'est un trouble génétique du développement de la pigmentation, du système pigmentaire. Alors, qui dit système pigmentaire dit la peau, mais aussi, peut-être que vous ne le savez pas, aussi l'œil. Parce que dans l'œil, il y a un système pigmentaire que nous appelons épithélium pigmenté, dont le rôle est de transmettre les rayons lumineux aux cellules visuelles, afin que ces cellules-là les transmettent à leur tour au cerveau. Lorsque vous avez une déplétion ou une insuffisance de développement de ce système pigmentaire qu'on appelle épithélium pigmenté, le retour inverse de la lumière, c'est-à-dire la transmission des rayons lumineux aux cellules visuelles, ne se fait plus ou se fait très mal. Et comme le signal visuel n'arrive pas au niveau du cerveau, c'est comme si les structures supranucléaires, les structures qui sont situées dans le cerveau, réagissaient contre ce manque de rayons qui n'arrivent pas. Alors, il y a un tremblement qui est provoqué à ce niveau et qu'on appelle nystagmus. Donc, on va doucement. Mauvaise transmission des rayons lumineux par défaut de l'épithélium pigmentaire, réaction supranucléaire au niveau du cerveau, nystagmus, c'est-à-dire tremblement des yeux. Mais du fait de leur difficile insertion dans le tissu socio-professionnel, les personnes vivant avec l'albinisme n'ont pas toujours les moyens financiers adéquats pour payer leurs soins et s'offrir des lunettes. Face à ce constat, le Lions Club international section Côte d'Ivoire a décidé de faire un geste. L'association a procédé à la remise de 26 paires de lunettes aux albinos. Ces derniers ont également bénéficié de consultations gratuites. Cette aide va s'étendre sur 2 mois. Le Lions Club a également entamé la construction d'un centre d'accueil comportant une salle de consultation ophtalmologique pour l'ONG Bien-être des albinos dans la commune de Cocody. Et nous restons dans la commune de Cocody pour parler de cette opération de force qui s'est déroulée hier au marché d'Anono. Plus de 1000 commerçants ont vu leurs magasins démolis et cela à la demande de la chefferie traditionnelle. Un fait qui a occasionné des grincements de dents dans les rangs des commerçants. Doigt de laser.
Grand mécontentement des commerçants du marché d'Anono dans la commune de Cocody. Leurs magasins et boutiques sont totalement ravagés par un caterpillar. Ils ont détruit tous les magasins avec des marchandises dedans. Ici, il y a des commerçants qui ont pris des marchandises à crédit. On a demandé un délai de au moins 6 mois pour rembourser notre crédit. On ne peut pas quitter ici et puis les gens à qui on doit, ils vont nous mettre en prison. Ils ne veulent pas nous écouter. En principe, si tu dois déguerpir quelqu'un qui a collaboré avec vous pendant des années, il faut vraiment envoyer un avis. Selon la chefferie traditionnelle, cette opération va aboutir à la naissance d'un marché moderne dans au moins 18 mois. Depuis 2009, ils sont informés de ce projet-là. Et il y a 4 mois de cela, nous avons régulièrement tenu des réunions avec les commerçants. Malheureusement, ceux qui ne veulent pas partir, parce qu'ils sont très bien installés au détriment de ceux qui n'ont pas de place, ne veulent pas partir. Il y a 2 ans, ce marché-là a pris feu. Les sapeurs-pompiers ont eu toutes les difficultés à pouvoir accéder au lieu de l'incendie. Donc vraiment, toute réflexion faite, la chefferie a décidé de doter Anono d'un marché moderne et sécurisé. Voilà, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. En attendant les travaux du nouveau marché, certains commerçants ont été relocalisés à 100 mètres de l'ancien site. Ils seront en priorité dans l'acquisition des nouveaux magasins à venir, selon la chefferie traditionnelle. Des coiffeurs formés aux bonnes pratiques sanitaires de leur métier. La cérémonie de lancement de cette formation a eu lieu lundi à la salle des fêtes de l'église Saint-Jean de Cocody. Elle se situe dans le cadre de la lutte contre le VIH-Sida et d'autres pathologies liées à la pratique de la coiffure et de l'esthétique. Les détails dans ce reportage. Esmel Elvire et Yapi Chantal sont 2 coiffeuses soucieuses de la santé de leur clientèle. Ces 2 artisanes de la beauté savent qu'il est impératif de désinfecter leurs outils de travail au risque d'exposer les habitués de leur salon au sida et à d'autres pathologies liées à leur métier telles que les kéloïdes, les poux, le tétanos, l'hépatite, etc. Ça, c'est le stérilisateur qui permet de stériliser les appareils qui consistent à faire la beauté des pieds et la beauté des mains. Voilà, donc on ouvre comme ça et on met tout le matériel là-dedans. Le matériel qui consiste à faire la beauté des pieds et des mains. On referme et on appuie là. Avant même que la cliente n'arrive, je désinfecte déjà mes instruments et à sa présence même aussi je le fais. Si Elvire et Chantal arrivent à mettre en pratique ces règles d'hygiène, c'est bien grâce aux séances de formation initiées par le SINAPCC, le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique. Comme elle, d'autres coiffeurs et esthéticiens ayant appris sur le tas vont se familiariser à partir de lundi prochain aux bonnes pratiques de leur métier et aux lois qui le régissent. Les coiffeurs, n'étant pas véritablement formés quant à l'exercice de leur métier, constituent un danger pour la population elle-même. Parce que les techniques de désinfection du matériel de coiffure, les techniques de désinfection du matériel d'esthétique, ne sont pas véritablement mises en exergue dans la formation sur l'État. Au terme de la formation, les apprenants vont disposer chacun d'une carte professionnelle. Une chose qui ne déplairait pas à la police sanitaire, dont une opération d'assainissement dans le milieu de la coiffure et de l'esthétique est annoncée dans les prochains mois. Rendons-nous au Burkina Faso où la 3e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA a refermé ses portes. Au terme des travaux, 2 recommandations ont été faites. Il s'agit de la promotion du développement de l'économie locale et de la réalisation d'une étude sur la loi foncière pour la promotion agricole. Mamadou Kouassi. Implication des microfinances dans le financement de la décentralisation. Réalisation d'une étude sur la loi foncière au niveau sous-régional. Renforcement de la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales. Promotion du développement de l'économie locale. Autant de recommandations adoptées à l'issue de la 3e Assemblée générale du Conseil des collectivités territoriales, CCT, de l'UEMOA, tenue à Ouagadougou dans la capitale du Burkina Faso. Elles seront soumises à la prochaine Assemblée générale des chefs d'État de l'UEMOA prévue pour le mois de septembre 2013. Si ces recommandations sont adoptées par les chefs d'État, les collectivités locales de l'UEMOA seront désormais autonomes sur le plan financier. Les mécanismes proposés, en leurs composantes que sont la subvention dans un esprit de solidarité agissante, l'emprunt invitant les collectivités territoriales
à entrer dans les marchés financiers et enfin, l'appui institutionnel en vue du renforcement des capacités de nos fêtières constituent à eux seuls des instruments de dimension exceptionnelle, innovants, qui amèneraient à coup sûr nos collectivités au rang d'entités administratives émergentes. Prochain rendez-vous des élus locaux des 8 pays de l'espace UEMOA, Cotonou en 2014. Mais avant, un réseau de femmes membres du Conseil des collectivités territoriales a été mis en place. Il est dirigé par la Sénégalaise Aïssatou Sow Diawara. Et c'est bien que le CCT l'ait compris. Nous restons à l'étranger, en République démocratique du Congo. Les combats ont repris dimanche dernier après 2 mois d'accalmie. Les hostilités se poursuivent entre les rebelles du M23 et l'armée régulière. Ces affrontements interviennent alors que les discussions de Kampala sont dans l'impasse. Regardez. Les armes parlent à nouveau dans le Nord Kivu. À l'est de la République démocratique du Congo, la rébellion du M23 et les forces armées congolaises ont repris les combats. À la barrière de Kanyaruchinya, les casques bleus sont une nouvelle fois des témoins privilégiés. Entre deux feux, les habitants de Mounigui ont fui depuis longtemps, laissant un quartier désert. Les derniers récalcitrants prennent la route à leur tour. Nous nous en allons parce qu'il y a des crépitements de balles et des explosions de bombes, donc on part. Plus bas, des dizaines de curieux s'accrochent à flanc de collines pour suivre les échanges des tirs. Ils sont également aux premières loges pour assister au déploiement des FARDC qui s'élancent vers la ligne de front. Sous le commandement du colonel Mamadou Mbala, près de 2000 hommes lourdement armés seraient engagés dans les combats. La veille, le président du M23, dans son fief de Bunagana, à la frontière ougandaise, dénonçait l'attitude de Kinshasa. Nous sommes en train de subir aujourd'hui des attaques de la coalition gouvernementale. Nous refusons d'avancer. Nous refusons de répondre énergiquement parce que nous pensons que la solution n'est pas militaire. Nous sommes en train d'enlever au gouvernement congolais le prétexte de son option militaire. Même son de cloche à l'état-major du mouvement qui a installé ses quartiers dans la caserne de Rumangabo, enlevée aux forces gouvernementales. La pression militaire, c'est Kinshasa. Donc Kinshasa, ce qu'il veut que nous fassions, c'est qu'on fait. Oui. S'il veut qu'on parle, on va parler. S'il veut qu'on fasse la guerre, on va le faire. Mais nous, nous envisageons le dialogue. Selon Kinshasa, la rébellion a reculé de 15 km et perdu une centaine d'hommes. Un bilan rejeté par le M23. Le dialogue est interrompu. Pour la 3e journée consécutive, la parole est aux armes. Violence également en Égypte. Dans la nuit de lundi à mardi au Caire, 7 personnes ont été tuées et 260 autres blessées au cours de nouvelles manifestations de partisans de Mohamed Morsi. Et moins de 2 semaines après le renversement du président, le nouveau gouvernement a été investi hier mardi lors d'une cérémonie au palais présidentiel. Un mot de cinéma pour refermer ce journal. La bande dessinée Aya de Yopougon a été adaptée sur grand écran. L'œuvre réalisée par Marguerite Aboué et Clément Oubréry évoque la vie d'une jeune fille de 19 ans dans le quartier populaire de Yopougon. Suivez ce reportage. Bienvenue à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé Yop City pour faire comme dans film américain. Je vous présente Yop City, fin des années 70. C'est ici que vit Aya, une jeune fille sérieuse qui rêve de devenir médecin. Ses journées, elle les partage entre l'école, sa famille et ses 2 meilleures copines, Adjoa et Bintou. Cet univers, c'est celui de Marguerite Aboué, la réalisatrice et l'auteur de la BD éponyme. Je suis plutôt la petite sœur d'Aya. Je suis plutôt Akissi, qui mettait un peu mon nez partout, qui surveillait en douce toutes ses cousines et ses voisines dans le quartier qui avaient des histoires compliquées comme ça de garçons. Et moi, je faisais un peu du chantage à toutes ces filles. Est-ce qu'on peut se draguer là? Parce que physiquement machin là, t'as mon style de go là. C'est bien. Mais moi, physiquement parlant là, tu n'es pas mon style de gars. Alors salut. Mettre une voix sur ces personnages de BD, c'était la difficulté. Les auteurs ont fait appel à des comédiens africains. Il fait chaud. C'est Issa Maïga, actrice montante du cinéma français, qui joue Aya. Je voulais pas des accents.
C'est pour ça que je n'ai pas demandé à avoir que des comédiens ivoiriens. Je voulais juste, moi, des intonations et c'est ce que ces comédiens qui viennent de presque tous les pays d'Afrique ont joué. Pour qu'il me donne un nouveau père. Aya, c'est la chronique d'une Afrique gay et moderne, loin des caricatures misérabilistes. Et si tu continues à te tortiller comme ça, tu vas me tuer. C'est cette recette qui a fait le succès de la BD. 6 albums et 600 000 exemplaires vendus. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Afrique, d'abord ils ont une impression d'étrangeté et ensuite ils ont une impression de familiarité. Je pense que ça se joue vraiment sur l'impression de familiarité et voilà, sur l'absence totale de leçons, quoi. On n'a pas de leçons à donner d'une quelconque manière, c'est juste une œuvre de fiction. Aya, il faut qu'on parle. Le film sort en salle mercredi en France, en attendant une projection à Yopougon dans quelques mois. Mon Grégoire là, il ne boit que du champagne et s'habille chez le plus grand couturier de Paris, Tati. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes.